Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Variation sur un thème détestable, roman. Col. Lettres des Caraïbes, édition L'Harmattan, 2011. Préface. Des 4 vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, transformées par l'histoire, plus que par volonté populaire, en départements français, seule la Guyane est continentale. Parcelle d'Amazonie peuplée d'autochtones et de voisins envahissants et perturbateurs. Population forestière classée encore dans les années 1950 comme population primitive, et de facto réfractaire à toute assimilation. Quoique, à la longue pensait-on alors on devrait bien pouvoir civiliser tout ça. De Dunkerque à Maripasoula. En installant un conseil consultatif des populations amérindiennes et Biznenj, sur décret du Premier ministre, Fillon 2010, la préfecture de Guyane entend-elle timidement sans doute réduire la distance, historique en tout point de vue, qui sépare toujours en d'innombrables réalités quotidiennes, sociales, culturelles, économiques, le pays réel, la Guyane amazonienne, caribéenne, afro-américaine du pays légal, département français d'Amérique. Ce conseil consultatif des populations de l'intérieur guyanais sur leur propre devenir administratif et politique constitue proprement une avancée interculturelle et linguistique, dans l'intercompréhension des peuples de Guyane et leurs administrations. Entre obligation de service des pouvoirs publics et violence institutionnelle. Pour beaucoup, il s'agit d'un progrès qui doit être salué et encouragé de tous côtés, des îles du Salut au Tumu-Kumak, pour parler comme les gens de l'écrit qui savent synthétiser les échecs et les impuissances de développement qui caractérisent depuis plus de 400 ans ce petit morceau d'Amérique du Sud. Un progrès, même illusoire dans l'approche globale de la situation contemporaine qui certainement séduit tous ceux qui s'impatientent de pouvoir participer librement à l'avenir de leur pays. Entre antagonisme communautaire et projet collectif. Sans doute fallait-il déjà avoir été reconnu par ses pairs pour aller oser puiser dans ce quotidien multilingue, multiculturel et multisensuel, les éléments d'une adhésion au pays réel de préférence aux arguments du pays légal. Pouvoir redéfinir les concepts, le sens des mots, le rôle des idées, mais aussi pouvoir dénoncer, regretter, déplorer tout un état de fait plurisétnaire exigeait nécessairement des titres, des fonctions et des compétences reconnues. Surtout si l'on veut ici témoigner également de tous ces petits bonheurs appréciés, sans autre forme de procès en Guyane. Affirmer aussi les innombrables occasions de rencontres et d'échanges que permettent de tout temps en Guyane les amitiés, les interséductions de ce territoire quasi magique pour qui les espère ou sait les provoquer. La vie c'est comme ça. Tel est le cas, le cadeau de la vie, ici pour Joël Roy. Pédagogue émérite, titulaire des palmes académiques, lucide et sincère, ce qui ne va pas toujours de soi lorsque conscient de ses privilèges, on a le courage de les remettre en question, plutôt que de les défendre jalousement comme la plupart des serviteurs de l'état de passage. Éducation nationale incluse. Entre cadre républicain et spécificité locale. Joël Roy tend à s'incruster dans nos réalités locales et se réjouir de certaines situations cocasses, au jour le jouir, tout autant qu'il sait stigmatiser la bêtise, l'inadéquation, la suffisance des acteurs et autres décideurs légaux. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une intelligente et sensible approche de nos pluralités existentielles. Et c'est ce qui édifie certainement, et pas à son corps défendant, son désir sincère de pluri-appartenance. La Guyane déçoit souvent le regard superficiel et épuise irrémédiablement toute compréhension bornée et assimilationniste, avide de simplification et de formatage uniformaliste. 90 000 km puissance 2 et toujours, malgré les efforts de tout un chacun, entre assignation sociale et force pulsionnelle, à peine 250 000 habitants. Tous égaux et tout différents. Joël Roy, aimable critique, fidèle observateur et acteur décomplexé a su saisir les travers de nos peuples et de nos cultures. Il sait voir les envers du décor de l'enfer vert, et pour qui, tel que lui voit désormais les choses en profondeur partagée, tout devient surface. Un petit livre qui peut se déguster comme une friandise locale de nos grands bois. Un de ces fruits sauvages qu'il convient de reconnaître et savoir apprécier. Telle la surette aigre-douce dont les enfants de toutes nos communautés raffolent, même si pour les atteindre ils n'hésitent pas à casser de nombreuses branches de l'arbre. Et de fait,
Cet ouvrage en demi-teinte, qui combine plusieurs goûts, est une excellente introduction aux saveurs guyanaises, à ses spécificités, ses légendes, ses mythes et contradictions. Car au-delà des questions qu'il soulève, il y a là une invite à se plonger avec nous directement dans les réponses. Le Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bisnenj, qui ne constitue pas d'ailleurs une assemblée autochtone pouvant défendre un point de vue divergent, déviant ou autonomiste, mais seulement une expression de la pluralité des réalités sociales et économiques de notre Guyane, félicite donc fraternellement l'auteur de cet essai original, amical, complice. Papa G. Président de Mama Bobby. Membre du Conseil consultatif des populations amérindiennes et Bisnenj. L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé. Théodore Monod, 1902 à 2000. Avant-propos. La Guyane, ce département si lointain. Si l'on parle avec un Amérindien du Haut-Maroni de droit de vote, de quoi lui parle-t-on? Si l'on évoque la citoyenneté avec un Noir marron dans son village du bord du fleuve, qu'est-ce que cela signifie pour lui? Les Amérindiens, hormis ceux qui sont aspirés par la proximité de la ville, où la plupart se perdent dans sa périphérie, développent des stratégies solidaires tournées presque strictement vers leur groupe socio-familial, à l'exclusion même souvent des membres de leur ethnie habitant un autre village. Cela a au moins une explication historique. Les produits de la cueillette, de la chasse et de la pêche sont mis en commun et partagés entre toutes les familles partageant un même lieu de vie. Mais voter, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? La réponse à cette question ne s'impose que si la notion de destin commun est comprise par tous ceux qui habitent un même territoire et envers qui la question de la solidarité peut se jouer. Nous verrons plus loin que le repli communautaire n'est souvent que la réponse trouvée par un groupe social à un ressenti de menace. Bien sûr, il y a bien d'autres raisons à cela, d'autres raisons que nous essaierons d'identifier au cours de notre exposé. La question des Noirs marrons est quelque peu différente, bien que leur représentation d'une solidarité de proximité présente de nombreuses similitudes avec celle des Amérindiens. Ceux-ci ont longtemps, à l'époque esclavagiste, erré au travers de la forêt, un peu comme du gibier vers qui le colon blanc envoyait ses molosses. Ils se sont peu à peu fixés sur des territoires d'abord investis, parfois disputés aux Amérindiens voire à d'autres groupes de marrons. La survie ne pouvait donc s'envisager qu'au sein de groupes plus nombreux ou de groupements de villages, seule structure sociale permettant de produire un nombre suffisant de combattants. Leur mode de polygamie qui leur fait choisir des épouses dans des villages, parfois des régions, différents était sans doute un moyen, en dispersant leurs gènes, d'échapper à la consanguinité et de continuer à mettre au monde des enfants robustes et par la suite aptes au combat. On le voit, les fonctionnements sociaux actuels sont les ricochets des fonctionnements des anciens temps, comme un écho à la colonisation esclavagiste. Ce qui est souvent pris, vu par le gros bout de la longue vue, pour un refus d'intégration, notamment ces nombreux passages d'un pays à l'autre, de France au Suriname d'un côté à l'autre du fleuve en un coup de pirogue, et vice-versa, n'est en fait encore une fois que la survivance d'un mode de fonctionnement social ancré dans l'inconscient culturel collectif de ces peuples. Bien d'autres raisons existent. Le défaut chronique de développement et d'aménagement raisonné du territoire, le sous-emploi, la polarisation de l'activité exclusivement tertiaire autour de l'île de Cayenne, parfois la relégation, sans oublier la subordination parfois consentie des institutions locales au pouvoir politique de l'État central et au financement attaché. C'est cette imbrication de mécanismes politiques, économiques et de systèmes sociaux humains que nous allons tenter de clarifier ci-après. Car l'élucidation et la proposition, plutôt que la mise en œuvre de solutions, ce qui appartient aux politiques, sont ici l'objet de notre étude. Notre seule ambition est d'apporter notre pierre à la réflexion commune. Car celle-ci devrait, à tous les niveaux, toujours être préalable à des prises de décision qui peuvent être soit favorables, soit fatales, dramatiquement et définitivement au destin de peuples entiers. Mai 2012, J.R. Un témoin en Guyane. Essai à l'usage de ceux qui croiraient encore à l'assimilation, comme modèle d'une société apaisée. Figure 1, la Guyane vue générale. La Guyane est située au nord du continent sud-américain,
et occupe une superficie sensiblement équivalente à celle du Portugal. Prologue, la Guyane, un territoire spécifique au peuplement paradoxal. Quand ils sont arrivés sur notre terre, ils n'avaient rien, que leur Bible sous le bras. À présent, notre terre leur appartient. Et il nous reste leur Bible. Toujours sous-peuplée, la Guyane se définit de tout temps comme un territoire spécifique et singulier. Au moment de l'arrivée des premiers Européens, la population de ce qui deviendra la Guyane française est estimée à environ 30 000 Amérindiens. À l'aube du XXIe siècle, les estimations portant sur le nombre d'Amérindiens de Guyane varient entre 6 000 et 12 000 individus. Toute population confondue, avec 180 000 individus, la densité du territoire n'est actuellement guère supérieure à 2 habitants par kilomètre 2, loin derrière la Lozère, par exemple. 14 habitants par kilomètre 2, mais pour une superficie presque équivalente à celle du Portugal. Bien au-delà de sa différence avec les autres régions de la Caraïbe, due notamment à la moindre prégnance de culture marine du fait de sa continentalité, c'est dans son intérieur même que la diversité de son peuplement induit des cultures et des modes de vie différents. Partant de là, des relations chimériques et contradictoires, voire antinomiques ne peuvent manquer de s'établir avec l'État central français. Une dualité géophysique. Ce territoire est placé sur la côte nord-ouest, donnant sur l'Atlantique, du sous-continent sud-américain. Sa logique situationnelle devrait le faire tout naturellement s'ouvrir vers l'immensité continentale amazonienne au moins autant que vers la mer. Il est en effet bordé à l'ouest par le fleuve Maroni séparant l'espace européen, la région Guyane et le Suriname, ex-Guyane hollandaise, et à l'est et au sud par le fleuve Oyapock et les monts Tumucumac faisant frontière avec le Brésil. Le Brésil et le Suriname sont de fait les 2 pays ayant les plus longues frontières avec la France, Brésil 730 km et Suriname 510 km. Au contraire, très souvent ce département est assimilé à la région Caraïbe, se trouvant de ce fait même comme aspiré par un espace antillais plus fantasmé que réel. La plaine côtière, voire figure 2, forme moins de 10 secondes % de la superficie de cette région monodépartementale qui, rappelons-le, a la même superficie que le Portugal. Environ 40% de la population recensée, créoles et métropolitains majoritairement, y sont établis. Principalement dans les villes de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. La forêt primaire humide, voire figure 2, couvre actuellement encore près de 95 secondes % du territoire, dont encore une partie de la plaine côtière. Son premier paradoxe est de s'être établi sur l'un des sols les plus pauvres de la planète. La transformation rapide des matières animales et végétales du fait de l'humidité et de la chaleur s'équilibre cependant avec un ruissellement pluvial intense, modéré cependant par l'absence de relief élevé et de zones très pentues. Des zones de stagnation captent l'eau durant la saison des pluies et aident le sol à conserver une partie des alluvions ruisselant vers les cours d'eau. En outre, la quasi-absence notable de particules minérales libérées par le sous-sol granitique empêche les fleuves de se tracer des lits profonds qui auraient pour effet de drainer les sols. Dans ce milieu humide exceptionnel sont concentrées des milliers d'espèces animales et végétales, ce qui en fait le plus grand réservoir français de biodiversité. Environ 30% des végétaux recensés, plus de la moitié des vertébrés supérieurs, mammifères, oiseaux, poissons, et 96% des insectes. Par exemple, plus d'1 millier d'essences d'arbres ont été recensées, tout comme plus de 500 espèces de poissons dont au moins 200 sont endémiques. Tout cela donne une impression vertigineuse de richesse biodiversifiée. Un espace libre et sauvage ? La réalité est autre. Des dangers menacent cet écosystème et ses habitants. Le premier, par ses effets collatéraux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.